m'intéresse à la question des différences culturelles et aux synergies, aux performances depuis une petite vingtaine d'années. Je suis sociologue, j'ai fait des travaux donc, de recherche avec un homme qui s'appelle Renaud Saint-Saulieu et j'avais fait une thèse de doctorat sur l'expatriation. Comment on est étranger à l'étranger et quelles sont les ressources d'intégration. Puis ensuite, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le monde du pétrole, puis ensuite d'une grande entreprise cosmétique, L'Oréal, où j'ai occupé des fonctions de praticien en ressources humaines. Et parallèlement à ça, je me suis toujours attaché à être au contact de publics différents. J'enseigne, je publie des travaux avec de nombreux collègues, dont Evald Moutabazi, avec qui j'ai écrit 2 livres récents sur le thème de l'interculturel. Il existe aujourd'hui dans le Code du travail 2 notions fondatrices de la lutte contre les discriminations. On appelle une discrimination le fait de traiter défavorablement un individu ou un groupe d'individus en situation comparable, c'est ce qui est important, en fonction donc de 19 critères qui vont être, je dirais, absolument essentiels quand on traite de ces questions. La notion de discrimination directe est une notion qui se fonde sur une intention. On a l'intention délibérée de mettre de côté sur un de ces 19 critères. Parmi ces 19 critères, le dernier qui a été ajouté à la liste, c'est celui d'identité sexuelle. Une personne va passer d'un genre à un autre et cheminer sur le plan identitaire. Alors ces 19 critères, on peut en prendre quelques-uns, le lieu de résidence, le patronyme, c'est en soi signifiant, en fait, aux yeux d'un certain nombre d'employeurs, de compétences supposées. On peut penser, bien sûr, à la maternité, un retour de maternité. On peut penser aussi à une nationalité. 19 critères qui vont fonder une discrimination directe. Je mets de côté quelqu'un, sans même connaître sur le temps long ou moyen ses compétences à l'œuvre, je l'écarte. Quelqu'un qui nous dirait « Je ne veux pas dans mes équipes commerciales de personnes qui ont une apparence physique que je rattache à l'Asie, à l'Afrique ou à l'Europe », c'est une discrimination directe, même s'il ajoute « ce sont mes clients qui me le demandent ». Son acte est délibéré, il est intentionnel. Deuxième niveau de discrimination, c'est ce que nous appelons la discrimination indirecte. Il n'y a pas d'intention, mais on discrimine quand même. Imaginons qu'une entreprise ait l'habitude, durant l'été, de donner la possibilité aux enfants du personnel, et systématiquement, en écartant bien sûr, sans même le vouloir ou le savoir, les enfants qui ne sont pas enfants du personnel, eh bien, on accorde un avantage supplémentaire à cette population et on met de côté un certain nombre de personnes qui vont d'une certaine manière non seulement avoir des parents qui n'auront pas forcément d'emploi, mais en plus ne pas pouvoir inscrire une ligne sur un CV. Et on sait l'importance de l'employabilité, surtout pour un marchepied quand on est jeune. Eh bien ça fonde donc la notion de discrimination indirecte. Je vous donne enfin un autre exemple. Quelqu'un qui aurait l'habitude, dans ses annonces de recrutement, systématiquement de mentionner permis de conduire exigé dans la société qui est la nôtre, avec des enfants pour qui le permis de conduire, des adolescents pour qui le permis de conduire est un véritable challenge à la fois de mobilisation mais également financier, eh bien on les écarterait et on donnerait en quelque sorte un avantage, sans même s'en apercevoir toujours, à ceux qui possèdent une extraction sociale privilégiée. Enfin, il y a un 3e niveau de discrimination qu'on appelle discrimination systémique, qui n'est pas stricto sensu dans le Code du travail, mais qui participe de la question de l'ouverture de notre regard à l'autre différent. La discrimination systémique, elle nous interroge chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, sur notre manière d'organiser les choses, sur le processus de travail à l'œuvre. Et je vous donne un exemple. Est-ce que je suis bien sûr, moi qui suis habitué à être psychologiquement alerte, enfin un peu plus que d'habitude, tôt le matin ou tard le soir, est-ce que je suis bien sûr qu'en imposant ces réunions tôt le matin et tard le soir, je ne mets pas de côté des personnes qui ont charge de famille, qui ont le souci d'aider leurs parents, qui prennent de l'âge? Est-ce que je suis bien sûr finalement de ne pas imposer, en quelque sorte assimiler à l'autre mon modèle? Eh bien ça, c'est la notion de discrimination systémique. Enfin, 4e notion qui peut être intéressante par rapport aux synergies, à la création d'intégration sur le long terme de profils différents. On a par exemple au Canada, mais on le voit aussi pointer dans un certain nombre de pays, la notion de micro-iniquité. Dans la manière dont vous dites bonjour, dans la façon dont vous regardez plus ou moins intensément quelqu'un dans le cadre des interactions sociales, dont vous allez commencer un tour de table sans vous apercevoir que vous ne le finissez pas, eh bien, vous allez fonder, parfois, un déni de reconnaissance. La personne va être, sans souvent vous le dire, va être sujette à se sentir mise de côté, mise à l'écart. Or, vous, dans votre manière de faire, d'opérer au quotidien, vous ne vous en apercevez pas.
Cette question de la micro-inéquité, elle emmène parfois devant les tribunaux si les collaborateurs rassemblent ces faits. Or, ça nous pose à nous la question, y a-t-il derrière chacun de nos actes une règle de droit? Doit-on traiter de la question des différences systématiquement sous le sceau de la peur du gendarme? C'est une question passionnante, c'est la question de la lutte contre les discriminations et des synergies interculturelles.